Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre conférence du Hub Créatif de Verviers. Alors le Hub Créatif de Verviers, c'est une initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège et plus particulièrement de Liège Créative. Alors cette rencontre conférence se tient en partenariat avec le réseau J'aime entreprendre, un réseau d'entrepreneurs de Malmedy. Et merci de nous avoir rejoints ce matin pour évoquer une thématique qui est chère au Hub Créatif de Verviers. Alors ce matin, nous avons voulu répondre à plusieurs questions. Comment développer une gestion des ressources forestières plus durable? Comment renforcer la résilience des forêts? Et comme nous aimons le faire dans les rencontres conférences du Hub Créatif de Verviers, nous allons croiser les regards ce matin pour y répondre. Alors, un premier regard sera porté par Tom Domil. Alors, c'est plutôt le regard académique. Tom me fait coucou, je vois. Il est professeur à l'Université de Liège dans le département agrobiotech à Gembloux. Il est spécialisé dans la gestion des ressources forestières et du milieu naturel. Le deuxième regard sera porté par Emmanuel Defailly. Il est directeur général de l'Office économique wallon du bois. Et le tout dernier regard sera porté par Roger Hoffman. Roger Hoffman est membre du conseil d'administration du réseau J'aime entreprendre, donc à Malmedy. Il a impulsé il y a plusieurs mois maintenant sur plusieurs communes de l'arrondissement de Verviers une posture collective pour penser et gérer les ressources forestières de manière durable. Et donc, il va venir aujourd'hui matin nous partager son expérience. Donc, merci à tous les trois d'avoir répondu présent ce matin pour nous partager votre expertise, votre expérience sur cette question. Merci beaucoup, Madame François. Est-ce que tout le monde m'entendait, s'il Très vous bien. plaît? Donc, en bas à droite, il y a un onglet réaction. Donc, j'aime bien l'interaction. Donc, les gens peuvent réagir avec une pouce, comme on appelle ça en français, pouce vers le haut, hein, thumbs up. OK, ça va? Donc, vers une gestion des ressources forestières, en fait, durables. Moi, je suis expert en bois surtout. Et je vais vous demander à tout le monde un peu qui s'est levé ce matin d'un lit en bois. Moi, je mettrai aussi le thumbs up. Bon, pas mal. OK. Qui ensuite a descendu d'un escalier en bois? Voilà. Et à la fin, qui s'est assis à une table en bois pour prendre le petit déjeuner? Voilà. Alors, moi aussi. Donc, le bois est important, est très important dans une ressource durable des forêts, en fait. Et il contribue aussi aux objectifs de développement durable. Je ne vais pas les parcourir. Hein. Il y a la lutte contre le climat, la vie terrestre, des villes durables et une consommation responsable. Voilà. Je vais mettre ça un peu, voilà, minimaliser. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc c'est très important, mais peut-être le plus important, c'est sa capacité de séquestrer, donc tenir le CO2 en fait. Ici, il y a une réaction de base, hein, il y a le CO2 dans l'atmosphère et il faut des photons pour avoir des sucres et puis le bois et l'oxygène. Hein. Donc voilà, ici vous voyez le molécule de CO2. Ici, c'est la forêt. Une forêt au Congo. Moi, j'ai fait ma thèse, hein, donc moi, je suis ici sur l'escalier et je suis en train de mesurer les arbres. Donc, une grande partie du CO2, du carbone, en fait, se situe dans le tronc d'un arbre. Donc il y a la plus grande partie, c'est dans le sol. Et puis, de above ground, qu'on dit ça, donc en dessous du sol, c'est le bois, en fait, qui contient beaucoup de carbone. OK? Voilà. Donc, le bois consiste de 50% à 50% carbone dedans. Voilà, en gros. Et je ne vais pas donner cours en bois ici. Hein. Voilà, ici, vous voyez le tronc. Voilà, le tronc ici. Voilà, il y a des cellules, des trachéides en bois. Et puis, il y a une petite cellule. Et puis, il y a des fibrilles. Et puis, il y a des trois composants du bois. Donc, je vais être très vite. Moi, je considère le bois comme le béton armé. Je sais, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais vous voyez les trucs en bleu là, ça sont vraiment les barreaux de cellulose. Et puis, il y a de la lignine qui est le col qui tient
ces barreaux en place. Et puis, il y a l'hémicellulose qui est un peu intermédiaire. Hein. Donc, c'est pour cela qu'on peut utiliser le bois dans la construction. Voilà. Ces trois molécules sont les molécules les plus abondantes sur notre Terre. Donc, c'est la lignine, hémicellulose et la cellulose. Donc, le papier, le ligne, c'est celui-là qui fait que le bois est brun, par exemple, entre autres. Voilà. Donc, ça sont les trois constituants du bois et les trois macromolécules sur la Terre le plus abondants. Bon, très vite. Ce qui est pertinent ici, c'est que le bois est formé chaque année, donc dans les cernes de bois. Et ça, c'est en fait mon domaine. Hein. Donc, on a des cernes du bois. Donc, on ne va pas couper l'arbre. On prend un petit morceau de l'arbre avec une tarière, s'appelle. Et avec, donc, on enlève une pièce qui a la largeur comme un crayon, comme ça. Et on ponce et on voit des cernes. Ici, vous voyez ça très bien. Une cerne qui est petite, c'est à cause d'une sécheresse ou que c'est trop froid, par exemple, dans les régions polaires. Mais ici, surtout, si on a une cerne qui est petite, ça veut dire qu'il y avait une sécheresse. Okay? Donc, moins de production. Et s'il y a une cerne qui est très large, ça veut dire beaucoup de production. Voilà. Et moi, j'ai eu l'opportunité, en fait, j'ai eu la chance aussi, hein, c'est aussi du travail, mais d'étudier les arbres les plus anciens du monde, donc les plus vieux. Et ça, c'est le Bristol Pine ici en Californie. Donc, ce sont des arbres les plus vieux, donc plus de 5000 ans. Donc, ils sont là de plus de 5000 ans, en fait. Et pourquoi on étudie ces arbres? En fait, c'est très logique. Donc, on a le changement climatique, bien sûr. Hein. Depuis le 19e siècle, on commence à mesurer la température avec des instruments et on voit qu'il y a une augmentation de la température. Ça, il ne faut pas que je répète. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut mesurer la température dans le passé? C'est avec des arbres. Parce que les arbres vivent plus de 5000 ans et avec ça, on peut dire que le climat a changé dans le passé aussi, mais beaucoup plus moins que maintenant. Donc ici, on voit toute une... en fait, c'est une graphique, comment on dit, c'est cross de hockey, hein, qu'on dit que dans le passé, il y avait des périodes où c'était un peu plus chaud, mais bon, c'est pas comme c'est maintenant. Donc maintenant, c'est vraiment, vraiment unprecedented, comme on dit en anglais. Donc, c'est vraiment du jamais vu qu'on voit cette augmentation. Voilà. Et on a produit cette graphique à partir des arbres, en fait, des arbres qui sont très vieux. Donc, le bois, donc le bois des arbres, c'est grâce aux arbres qu'on peut prédire, qu'on peut voir, analyser le climat du passé. C'est clair? S'il y a des questions, tu peux me poser après. Et aussi des autres types de proxys qu'on appelle des archives naturelles. Bon, bref. Donc, tous les années, dans il y a des millions d'années, il y avait une puits de carbone terrestre, hein, qui a augmenté, hein, les plantes qui sont décomposées, mais qui ne sont pas totalement décomposées. À partir de les révolutions industrielles, on a commencé à épuiser les puits de carbone pour faire des machines et pour se conduire et pour construire des bâtiments. OK? Voilà. La forêt fait partie de la solution, hein, mais pas tous. Une petite partie peut être, hein, de cette émission anthropogène peut être capturée par les forêts, mais qu'une petite partie. OK? Donc, il faut beaucoup d'autres solutions, mais la forêt fait une partie de solution. Hein. Il y a donc, ça veut dire que la forêt peut prendre du CO2 dans l'air à une ratio de 1 pétagramme carbone par an. Donc, ça veut dire 1 milliard de tonnes. C'est difficile à imaginer. Donc, ça fait partie des solutions. Mais si on revient à la forêt en Wallonie, et maintenant je deviens de plus en plus concrète, hein, et mon collègue Emmanuel va parler plus de ça. Et ici, il y a une carte beaucoup plus détaillée que celui-ci. Voyez la carte des forêts en Wallonie, des chênaies, des pessières et des hêtraies. Okay? Spécifiquement aussi pour le cantonnement de Verviers, on parle des pessières, okay? Épicéas. Les pessières communs, et là, ça a l'air distribution, donc son habitat naturel, pas ici, mais plutôt au nord et dans les régions montageuses. Okay? Avant, il y avait des landes en Ardennes, hein, et on a planté des résineux pour l'industrie, pour les mines. Voilà. Mais maintenant, donc,
Tu te rappelles, donc ici, le résidu a augmenté, mais maintenant, tout le monde connaît qu'il y avait des crises colites et tout ça, mais c'est aussi, en fait, à cause du changement climatique, les PCA souffrent. Et on peut voir ça. Tu te souviens, les cernes de bois. Non seulement avec les cernes de bois, on peut voir la température dans le passé, mais on peut aussi voir sur les arbres qui sont maintenant là, comment ils réagissent au changement climatique. OK? Ici, vous voyez un graphique où je montre que la largeur des cernes, quand il y a une sécheresse, c'est beaucoup plus bas. Okay? Et quand il y a beaucoup d'humidité, c'est haut. Voilà. Et on voit que même ça s'arrête ici en 2005, mais je peux te dire déjà, dans ces dernières années, il y avait beaucoup de petits cernes, donc moins de production. Voilà. À partir de cernes, on peut voir ça. Et très connu, la crise du scolite temporaire. Hein, on était quand même affecté en région wallonne, mais pas comme en Tchèque ou en Allemagne. Voilà. Mais ça, c'est aussi un défi. Donc, et voilà, mais c'est même pas les scolites, c'est aussi qui souffrent de sécheresse et on va voir à partir de 2070 que c'est pas du tout souhaitable de planter des épicéas ici. Voilà. Donc, il faut des espèces résilientes. Hein. On va partir vers une tendance vers des feuillus mixtes. On parle du bouleau, de chêne, pas d'être. L'être est souvent là, mais il souffre aussi des changements climatiques. Est-ce qu'il faut planter du Douglas, hein, un arbre qui vient de l'Amérique du Nord, mais qui supporte la sécheresse aussi? Il y a aussi d'autres défis, il y a aussi d'autres maladies. Mais ça va dépendre du police. Hein. Est-ce qu'il faut des arbres du sud de l'Europe? Ça encore, c'est pas sûr, c'est pas encore étudié. Et aussi, s'il faut faire de la réforestation, non seulement c'est nécessaire d'avoir de la forêt, mais aussi de produire des produits compétitifs avec les produits d'origine fossile. Donc, il faut avoir aussi des produits qui viennent de la forêt. Gestion durable, ça veut dire aussi que tout ce qui est récolté la croissance doit compenser pour la récolte. Et ça, c'est la gestion durable des forêts. Okay? Non seulement par planter, mais aussi la croissance des arbres qui sont là. OK? Voilà. Et ici, il y a une modélisation de notre collègue, de mes collègues, de la composition de la forêt. On voit les épicéas qui diminuent. Hein. Il y a des Douglas qui augmentent si on les plante. Hein. Si on ne les plante pas, à cause du police, il y aura beaucoup plus d'autres feuillus, donc des produits mixtes. Il y avait dans l'enquête tout au début diversité, donc on va arriver vers une forêt plus diverse. Donc aussi, les produits doivent être diversifiés. Ça va? La graphique en bas décrit un peu comment le stock de carbone évolue en forêt. Et ici, vous voyez, ça c'est le contenu de CO2. Il y a la fixation par la croissance des arbres. Hein, tu te souviens ici, les cernes. Ça, c'est la fixation. Chaque année, une cerne. Hein. Et puis, il y a la récolte du bois pour des produits en bois. Et puis, il y a la balance. Donc, on va avoir une balance positive de la forêt. Ça veut dire que la forêt reste encore là. OK? Mais vous pouvez dire maintenant, mais la récolte, c'est négatif. Donc, ce sont des émissions de CO2. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai si on récolte le bois et on les stocke dans les bâtiments pour remplacer le béton et l'acier. OK? Et autrefois, si on récolte le bois, une partie, pour faire des molécules ou faire de l'énergie, voilà, ça peut diminuer les sources fossiles, en gros. Hein, c'est toute une problématique, une complexité. Donc, ça veut dire qu'une récolte, ce n'est pas une perte ici. Et j'arrive dans mon point. Donc, il y a la valorisation matérielle. Ici, vous voyez une graphique ciment, acier et le bois. Ici, vous voyez que les bilans carbone de l'acier et du béton, ça donne une nette émission. Et par rapport au bois, c'est une nette production, c'est une nette stockage du carbone parce que tu te souviens de la graphique de la chimie de bois, toutes les macromolécules sont toujours dedans. Donc, il y a un net stock de carbone. Donc, on a un stock de carbone dans les forêts, mais aussi un stock de carbone dans les bâtiments. Il y a un peu d'émissions ici à cause des scieries et l'exploitation, mais ça, c'est le point. Autre part,
il y a les raffineries, mais les scientifiques aussi, les centres de recherche sont aussi en train de focaliser sur le bioraffinerie. Ça veut dire qu'à partir des trois grands macromolécules que vous avez vues, on peut aussi produire même des produits pharmaceutiques. Okay? Donc, c'est toute une chaîne de bioraffinerie qu'on essaie de développer, une chaîne qui est plus durable que la chaîne classique de raffinerie. Okay? Donc, il y a la valorisation matérielle dans la construction et la valorisation pour les produits chimiques et même pour les essences. Hein. Donc, au Canada, ils ont fait du kérosine à partir du bois. Voilà, c'est plutôt démonstrateur. Hein. C'est un peu ça. Je viens, de ce que j'avais déjà expliqué, ça veut dire que hein, dans le passé, il y avait le fossil energy, net flow, jusqu'à l'environnement de construction. Maintenant, si on construit avec le bois, et on a la gestion durable ici, hein, pour maintenir des forêts, avoir un stock de carbone dans le sol et dans les forêts, mais en même temps, avoir un stock de carbone dans les bâtiments. Et aussi pour remplacer les essences, les fossil fuels. Voilà, c'est un peu ça. OK? Donc, si on arrive à faire tout ça, on peut, disons, diminuer la courbe de croissance de CO2 en l'atmosphère, hein, et arriver aux 0,68 pétagrammes par an. C'est la moitié qui est stockée dans la forêt, donc c'est pas mal. Mais il faut dire que ce n'est pas la solution de changement climatique, pas du tout. Ouais. C'est une partie. La construction, donc on ne peut pas aussi remplacer le bois, tout ce qui est béton, on ne peut pas remplacer en bois. Il faut être réaliste aussi. Voilà. Et donc, vous avez sans doute entendu des histoires des gratte-ciel en bois, comme en Norvège, un peu partout en Europe. Et pour cela, il faut des produits engineered wood products. Hein. Donc, c'est le résultat de ingénierie. Et il y a toute une sorte de produit qu'on peut produire pour arriver à la limite à des grands bâtiments et aussi des grands panneaux. Voilà. Et c'est ce qu'on va établir maintenant à ULiège, c'est vraiment établir un labo pour la valorisation du matériel, valorisation des molécules et assurer qu'il y a des forêts qui sont résilientes dans l'avenir. Voilà. Donc, pour finir avec un slogan, donc il y avait professeur Charles Neubohr qui a parlé à une initiative de la Commission européenne. Il a dit « Reforest our planet, retimber our cities ». Donc, en français, ça veut dire reboiser notre planète et aussi reboiser notre ville. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, comment gérer durablement les ressources forestières? Eh bien, chacun apportera sa propre réponse, évidemment, en fonction du rapport qu'il entretient avec la forêt. La réponse que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est celle de la filière bois, c'est-à-dire celle de toutes les personnes qui, je dis de toutes les personnes, mais ce sont également tous les organismes, toutes les entreprises, qui d'une façon ou d'une autre vivent du bois, vivent grâce au bois, grâce à la production de bois en forêt, grâce à sa récolte, grâce à sa transformation, sa valorisation, sa mise en œuvre, son commerce, tout ça, c'est la filière bois. Et la filière bois, elle est sans doute loin d'exploiter tout le potentiel qui est le sien chez nous. C'est notre conviction, c'est également la conviction du gouvernement wallon qui a souhaité se doter d'un office économique wallon du bois, précisément pour accompagner, pour encourager le développement économique de la filière, pour exploiter ce potentiel qui est le sien. C'est au nom de l'office économique que je m'exprime aujourd'hui. Au nom de l'Office économique, ça signifie également au nom de la cellule d'appui à la petite forêt privée, dont le responsable Vincent Colson ne peut pas être présent aujourd'hui et au nom duquel je m'exprimerai également. Alors, pour parler de la gestion durable des ressources forestières, mais il faut d'abord préciser de quelles ressources il s'agit. Si on parle de les gérer durablement, ces ressources, c'est qu'il y a un danger qui les guette, c'est qu'il y a une menace qui pèse sur elles. De quoi s'agit-il? Et ensuite, qu'est-ce que c'est
que s'orienter vers une gestion durable de façon concrète. C'est ce que nous allons tâcher de voir dans une première partie de cet exposé. Je reviens pour identifier la question de la ressource. De quelle ressource s'agit-il? De quoi parle-t-on? Je reviens sur la carte des peuplements forestiers. C'est une carte relativement neuve qui est le produit d'une recherche récente pour distinguer les espèces sur base de photos, de données satellites. Donc ici, vous avez la carte de tous les peuplements forestiers sur lesquels on a dessiné assez schématiquement l'arrondissement de Verviers qui nous concerne. Alors, cet arrondissement, vous voyez qu'il est d'une certaine manière, en ce qui concerne les peuplements forestiers, traversé par un diamètre orienté nord-est-sud-ouest. Hein. Dans la partie droite de l'arrondissement du cercle, on voit qu'il y a beaucoup de taches rouges. Les taches rouges, ce sont des pêchières, ce sont des épicéas, ce sont les peuplements résineux. Dans la partie gauche de ce cercle, eh bien, on voit que ce sont davantage des taches vertes et jaunes. Donc, ce sont des feuillus, des hêtres et des chênes essentiellement. On voit donc que la ressource varie au sein même de l'arrondissement. C'est une diversité qu'il faudra intégrer dans la gestion durable. Ensuite, est-il possible de parler d'une forêt? Non. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un nombre incroyable de propriétaires forestiers, et particulièrement dans la région wallonne, dans la région ardennaise et dans l'arrondissement de Verviers. Vous voyez ici ce morcellement des propriétés. Il y a plus de 83 800 propriétés forestières en Wallonie. Et 91% de ces propriétés forestières ont une superficie de moins de 5 hectares, d'où l'utilité d'un organisme comme la cellule d'appui, la petite forêt privée, pour aider les gestionnaires à réinscrire, je dirais, leurs propriétaires, leurs petites propriétés forestières dans une gestion globale. Mais il y a presque autant de conceptions de la forêt qu'il n'y a de propriétaires. Donc, il y a presque autant de forêts qu'il y a de propriétaires. Ce morcellement est évidemment terriblement conditionnant dans toutes les initiatives relatives à l'évolution de la forêt. Alors, quels sont les dangers qui guettent la forêt? Quelles sont les menaces qui pèsent sur elle? Évidemment, les changements climatiques, comme vient de les évoquer. Le dépérissement du hêtre a été une des premières manifestations tangibles des changements climatiques, mais maintenant on en a une autre, beaucoup plus marquante encore, c'est l'attaque du scolyte sur les épicéas. Les scolytes sont des parasites de faiblesse, l'épicéa a été considérablement perturbé par des sécheresses à répétition, et le scolyte en a profité pour faire les ravages que l'on connaît. Il y a des problèmes sanitaires qui guettent la forêt aussi. Hein. Les problèmes sanitaires ont supprimé les ormes de nos forêts, par exemple. Or, l'orme était un arbre emblématique de la forêt. Il y a la rose du frêne maintenant, qui risque aussi de faire disparaître de nos forêts un des arbres les plus intéressants et les plus majestueux, je dirais, de la forêt feuillue. Donc, les effets des problèmes sanitaires sont des effets qui sont marquants, qui changent le faciès forestier, et très rapidement. Hein, le frêne risque de disparaître en une dizaine d'années, et l'orme a complètement disparu en une quinzaine d'années également. Il y a un autre problème qui est particulièrement prégnant dans l'arrondissement de Verviers, c'est le problème de surdensité du gibier. Ce problème de surdensité, il impacte la qualité du bois, la valeur du bois, parce qu'il abîme considérablement le bois, il en réduit les possibilités de valorisation. Cette surdensité a également un impact important sur la biodiversité, parce que le gibier broute la régénération naturelle, réduit la possibilité de diversification des plantations. Et cette surdensité de gibier, elle altère, je dirais, les possibilités de gestion multifonctionnelle. La surdensité de gibier est une des raisons pour lesquelles on peut perdre la certification forestière, donc le label PEFC ou FSC. C'est le cas notamment de la commune de Stoumont, vous le savez sans doute. D'autres menaces qui pèsent sur nos forêts, c'est l'urbanisation. Il y a une partie du territoire qui pourrait être mangée, je dirais, par les volontés d'urbaniser, les volontés d'accroître la surface bâtie. Il y a le développement de l'habitat léger qui est dorénavant autorisé par le Code été. Il y a bien sûr le développement des infrastructures, les contournements routiers, le transport, tout cela.
il y a toute une série de menaces, telles aussi que la production d'énergie, parce que vous savez que dorénavant, on peut avoir on peut développer des projets éoliens en forêt. Il y a la traversée des forêts par des lignes haute tension. Tous ces projets, toutes ces possibilités d'utiliser la surface forestière, évidemment, constituent des menaces pour son intégrité. Et alors, autre chose qu'il faut préciser, et qui est assez sournois, c'est le fait que ces utilisations pour le transport, pour l'énergie, pour du bâti, elles font que la forêt devient intéressante financièrement. Donc, il y a une spéculation forestière, une spéculation foncière qui s'installe. Et ça, c'est aussi très préjudiciable, très pernicieux, parce que les gens qui voient la forêt comme un objet de transaction financière se soucient peu de la forêt en elle-même en général. Par ailleurs, nous y reviendrons, changer complètement la gestion forestière peut augmenter le coût de la gestion forestière et la rendre moins rentable. Envisageons maintenant les pistes qui sont déjà activées pour nous orienter, pour nous diriger vers une gestion durable. Elles sont déjà activées depuis plusieurs décennies maintenant. Le code forestier, le nouveau code forestier, par exemple, a consacré la multifonctionnalité en 2008. Il a veillé à l'adéquation essence-station. On a parlé d'effets accélérateurs du drainage en pessière sur les inondations. En fait, le drainage est interdit depuis le code forestier. Il y a eu Natura 2000 et la restauration écologique. Il y a tout le travail de la certification forestière, qui est une certification de gestion durable du peuplement forestier. Il y a l'accompagnement de la petite forêt privée, qui fait que toutes ces propriétés de très petite dimension sont maintenant appliquées dans une politique forestière globale. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et qui sont en cours. Il y en a de nouvelles qui ont une importance singulière. Par exemple, l'initiative de la ministre Tellier de mettre en place le projet Forêt résiliente, c'est-à-dire d'aider par une subvention tous les forestiers tous les propriétaires qui voulaient sortir du schéma classique de production forestière actuelle, c'est-à-dire le schéma monospécifique et écuyen, donc les plantations à d'âge constant, identique, pour s'orienter vers des forêts beaucoup plus mélangées, avec des différences à la fois dans les essences et dans les âges. Voilà. Maintenant, revenons, si vous voulez, ou arrivons, si vous voulez, à la partie un peu plus aval, la partie qui concerne davantage la transformation, la valorisation. Et on peut s'interroger sur ce que signifie la gestion durable pour la filière dans son ensemble. En réalité, si on revient à la définition du développement durable, celle qu'avait proposée Mme Brundtland, dans le rapport Brundtland qui a cristallisé, qui a consacré la notion de développement durable, Mme Brundtland disait: le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement pour souligner le fait que le développement durable est étroitement lié à la notion de besoin. Le développement durable, c'est pouvoir répondre, satisfaire à des besoins. Or, s'il y a bien un besoin qui va aller grandissant maintenant, c'est le besoin en bois. On a plus que des présomptions, une certitude relative à l'accroissement des besoins en bois. Pourquoi? Parce qu'il est renouvelable d'abord, mais on est confronté maintenant à la finitude des ressources. On se rend compte que les ressources ne sont pas infinies, particulièrement en matériaux utilisables en structure. Tom a parlé d'usage en construction. Le bois est, lui, infiniment renouvelable, pour autant qu'il soit issu d'une forêt gérée durablement. Pour une transition bas carbone, on sait que pour lutter contre les changements climatiques, on doit séquestrer, stocker à long terme de plus en plus de carbone, et l'outil bois est un outil majeur dans une perspective de transition bas carbone. Pour développer aussi l'économie circulaire, qui est un nouveau mode de consommation qui privilégie les circuits courts, les symbioses industrielles, les logistiques inversées. La filière bois, c'est un parangon, c'est un archétype d'économie circulaire. Pour les performances techniques du bois, le bois, vous savez que, on l'a vu, c'est un matériau cellulaire avec des parois qui sont faites de copolymères. Donc, il associe légèreté et rigidité. On peut utiliser le bois léger pour faire des surélévations. On peut utiliser le bois dans le milieu urbain pour éviter d'alourdir les villes.
Vous savez que l'usage du béton fait des villes très lourdes. Shanghai s'enfonce régulièrement dans le sol. Hein. C'est un problème réel auquel sont confrontés les constructeurs maintenant. Sa valeur symbolique aussi. Le bois constitue une espèce de trait d'union entre un univers qui est un univers dénaturé et l'origine naturelle. Et enfin, pour toute une série d'aptitudes que nous sommes encore en train de découvrir, le bois a toujours été utilisé de façon empirique. Et maintenant, on commence à l'analyser plus, on commence à exploiter plus des propriétés qui sont des propriétés qui n'apparaissent qu'à la faveur d'un certain nombre de manipulations. On retire certains polymères du bois pour injecter d'autres polymères plus résistants pour améliorer certaines de ses performances, etc. Donc le bois, c'est un nouveau matériau technique. Hein. C'est un matériau qui est en plein développement. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que il faut produire de la matière première, il faut produire du bois, mais ça ne suffit pas. Il faut passer du bois à l'ouvrage en bois, c'est-à-dire à une forme utilisable, une forme concrètement, qui puisse être concrètement mise en œuvre du bois. Or ça pose des problèmes maintenant, parce que la gestion durable, elle s'accompagnera d'une mutation de la ressource. Je l'ai dit, on va mélanger les essences sur une même unité de surface, on va mélanger les âges. Donc, il y a une nouvelle matière première qui va apparaître et il va falloir faire des ouvrages en bois fiables à partir de cette nouvelle matière première. Et ça, ce n'est pas facile. Il y a toute une série d'étapes par lesquelles il faut passer. D'abord, il faut savoir exactement de quelles ressources on dispose. Si on n'a que des épicéas, des hêtres et des chênes, c'est facile. Si on a 8 ou 9, 10 essences, ça devient beaucoup plus difficile. Il faut qu'on puisse se projeter dans le temps pour savoir comment cette ressource évoluera. Il faut qu'on parvienne à récolter de manière rentable et efficace cette ressource, parce que si c'est un peuplement d'épicéas de même âge, c'est assez facile. Si les épicéas, les hêtres, les chênes, les alisiers, les érables sont éparpillés sur une grande surface, il va devenir plus difficile d'aller les chercher. Il faut étudier les caractéristiques de toutes ces nouvelles essences, leur relation avec la production de croissance. Il faut savoir comment elles se comportent si on les coupe, si on les sèche, quand on les usine, quand on les cloue, quand on les colle, etc. Il faut savoir si elles ont une durabilité naturelle suffisante. Si ce n'est pas le cas, il faut développer des techniques de protection. Il faut l'imprégner avec des produits qui n'ont pas un minimum d'impact, non, un impact environnemental minimum. Il faut leur apporter des finitions. Il faut enfin mettre chacune des essences en conformité avec des normes et des règlements. Si on utilise une essence en structure, il faut qu'on sache si cette essence est capable de répondre à des sollicitations mécaniques. Il faut étudier ensuite, quand on aura fait des ouvrages avec ces nouvelles essences, il faut suivre attentivement ces ouvrages, voir comment ils se comportent. Et puis, quand on a fait des réalisations pilotes qui sont convaincantes, alors il faut persuader le consommateur, il faut faire du marketing, il faut habituer, je dirais, le marché à l'émergence de ces nouveaux produits. Et puis, il faut amorcer une boucle de rétroaction. Tout ce qui n'a pas fonctionné doit être corrigé. Grosso modo, tout ça, ça prend une trentaine d'années. Ça veut dire qu'il faut maintenant, immédiatement, amorcer ce processus de valorisation des nouvelles ressources forestières, en comprenant bien une chose, c'est que toutes ces étapes doivent être respectées. Si on fait tout, mais qu'on ne fait pas le marketing, mais qu'on n'éduque pas le marché, eh bien, on aura des produits qui nous resteront sur les bras, mon Dieu, c'est un lapsus révélateur, sur les bras, et tout ce qui a été fait précédemment n'aura servi à rien. Et en plus, il faut le faire en sortant des sentiers battus, parce que nous avons une industrie manufacturière qui coûte extrêmement cher, donc on doit trouver de nouveaux produits ou de nouvelles façons de fabriquer des produits existants, sans quoi nous n'accéderons pas à ce niveau de compétitivité qui est absolument indispensable. Voilà. Maintenant, je terminerai en vous disant que il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur la filière bois. Par exemple, ce que j'appelle le syndrome Wolleben. Wolleben, c'est ce monsieur qui a écrit un livre et qui prête une conscience d'une certaine façon au bois et qui amène à considérer que chaque fois qu'on coupe un arbre, on commet un meurtre d'une certaine manière, c'est un péché environnemental. Et puis la filière bois, elle est considérée comme la grande profanatrice du temple sacré de la nature. Une incursion de la filière bois altère la biodiversité. Donc voilà, c'est considéré comme coupable de pénétrer dans une forêt pour récolter le bois. Il y a ce fameux changement de paradigme économique qui est perçu comme une menace par la filière bois. Donc ça veut dire ça, ce changement de paradigme économique, que
le revenu de la forêt pourrait ne plus venir du bois, mais pourrait venir d'autres choses, de ses services écosystémiques. Donc, le forestier, d'une certaine manière, pour le moment, il se sent menacé par tous ces éléments. Il comprend bien qu'il pourrait devoir abandonner un certain nombre de ses prérogatives. C'est toujours lui qui a présidé aux destinées de la forêt. Et puis maintenant, ça devient moins le cas. Il y a d'autres gens qui disent, nous sommes des environnementalistes, des promeneurs, et nous avons toute légitimité pour contribuer à la gestion de la forêt. Donc, le forestier se sent d'une certaine manière menacé dans l'exercice de sa fonction. Donc, je crois que maintenant, pour éviter que ces crispations n'empêchent le dialogue et ne bloquent le projet de la gestion forestière, ce qu'il faut faire maintenant, c'est injecter de la sérénité dans la concertation, c'est progresser dans la connaissance des uns et des autres pour arriver à trouver des terrains communs, à trouver les points de convergence. Le point de convergence, par exemple, c'est que nous sommes tous attachés à la forêt. Nous devons défendre la forêt contre les risques qui la menacent, contre la diminution de la surface forestière, notamment. Ça, c'est certainement un point de convergence important. Et on sait que le bois peut sauver la forêt parce que si on permet aux gens de rentrer dans les villes en développement des villes durables, grâce notamment aux matériaux bois, eh bien la pression qu'exerce l'urbanisation sur les bois wallons risquerait d'être sans doute diminuée, considérablement diminuée. Donc le bois, l'usage du bois est certainement un facteur de sauvegarde de la forêt. Voilà, c'est l'expression de cette conviction qui est davantage qu'un vœu que je terminerai cet exposé. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, après autant d'enthousiasme de la part de Tom et d'Emmanuel, je vais vous expliquer ce qu'on a essayé de faire sur les communes du sud de l'arrondissement. Donc, J'aime entreprendre, petit rappel, est un groupement d'entreprises qui regroupe à peu près toutes sortes d'entreprises, essentiellement des moyennes et des petites, voire des petits indépendants également. On s'est intéressé en fait à cette problématique qui a abouti à une concrétisation sur Malmedy, Toulon, Stavelot, et j'ajoute 3 points et vous allez voir pourquoi. Donc la genèse du projet, elle est relativement simple, c'est qu'en allant se promener du côté allemand, on a été un tout petit peu effrayé par le paysage et on s'est dit, mon Dieu, quelle implication ça va avoir si cette bestiole, la scolité, arrive chez nous. On a directement levé le sujet au conseil d'administration de l'association. Et on s'est dit, mais quelles sont les implications possibles, quelles sont les craintes des entreprises par rapport à ces phénomènes. Et forcément, la première crainte était le budget communal. Ensuite, la conséquence sur le tourisme, parce qu'aller se promener dans les bois, dans les sapinières rousses, ne porte pas beaucoup d'intérêt touristique. Donc on s'est dit, là, il faut impérativement bouger sur le terrain et sensibiliser. La question qui s'est posée alors était de voir avec les communes quels étaient leurs intérêts, quelles étaient leurs positions par rapport à cela. Et on a reçu une réponse qui nous a étonnés, qui était de dire, mais le DNF chez nous fait son job, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Et nous avons rétorqué que dans les communes du sud de l'arrondissement, je schématise, 50% de la forêt appartient à des petits propriétaires privés, dont bien souvent, la plupart les ont héritées et ne savent même pas où elles se situent. Si les bois communaux sont attaqués par le scolite, sont défendus par le DNF, et que les bois privés sont attaqués par le scolite sans pouvoir réagir, que feront les communes lorsqu'ils seront entourés de bois scolités? Je pense que le DNF ne saura plus rien faire non plus. Et donc, à partir de là, on a organisé une réunion le 6 juillet 2020 avec toute une diversité de compétences. C'était une réunion extrêmement intéressante pour nous, surtout, qui ne sommes pas des professionnels du secteur bois. Et on a réussi quand même là à sensibiliser les communes. Les communes ont été très intéressées par la démarche. C'est ensuite poser la question, mais que fait-on et comment le fait-on? Et nous savons tous que sans argent, rien ne se fait.
Et donc, il a fallu chercher des financements. Et les financements sont apparus grâce à EcoFirst. EcoFirst, qui est un programme financé par ELIA. ELIA met de l'argent dans les communes. Je ne vais pas vous expliquer le fondement exact, mais en tout cas, ils offrent un capital aux communes pour pouvoir travailler dans le domaine de l'environnement. Et ces budgets sont proportionnels aux longueurs de ligne haute tension qui traversent le territoire. Et donc, on a trouvé effectivement un intérêt dans les communes de Malmedy-Stavelot et Stoumont. WEM était très intéressé au départ, mais WEM ne bénéficiant pas de montants issus d'ELIA, n'a pas pu rentrer dans la danse. La commune de Trois-Ponts a été sollicitée, elle n'a pas non plus désiré affecter un budget, cependant elle nous accorde quelque chose de très précieux, qui est la disposition du centre culturel et des locaux du centre culturel et les compétences de sa directrice, Edith Lambert. Donc, c'était quand même pour nous quelque chose de très important. On a créé ensuite, donc le projet a été accepté par EcoFirst. Des budgets à disposition sont de l'ordre de 60 000 € à mi-temps. On fixe des cadres et on choisit les actions à mener. En adéquation, bien entendu, avec ce projet, il y a dans le comité de pilotage 3 membres, les 3 échevins de la forêt des communes de Stoumont, Mme Monville, Malmedy, M. Denis, et Stavelot, M. Kuckelmann. Un représentant de GEM Entreprendre moi-même, et il y a qui supervise l'ensemble. Et alors, bien entendu, à nous seuls, nous ne savons rien faire, il nous faut des compétences extérieures et on a vu la dimension des compétences sur les 2 premières présentations. Donc, besoin forcément, oui, de soutien logistique, j'en ai parlé. Et alors, on a recruté donc à mi-temps un pilote de projet en la personne de Benoît Tahir, donc, qui est occupé à mi-temps à piloter cet ensemble. Voilà, quelles sont les orientations? La réflexion, en fait, s'est faite beaucoup plus largement grâce à l'apport justement des 3 échevins. Nous, les entrepreneurs, nous avions une vision qui était très courte et qui correspondait plutôt au danger que représentait le scolite et à essayer d'initier un plan. Les échevins sont partis, tenant compte de tout ce qui a été dit précédemment, notamment par Emmanuel Defailly, tenant compte de toute la problématique des acteurs, de tous les acteurs qui interviennent dans une forêt. Les échevins ont décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, pour tous ces projets, il faut mobiliser, sensibiliser, informer, dynamiser. Informer me semble être probablement encore l'aspect le plus important. Et puis, il faut activer la surveillance, un diagnostic et une planification. Les actions, c'est la mobilisation de la filière, la valorisation du bois, la planification mise en œuvre du renouvellement de ces forêts avec toute la problématique décrite précédemment et l'accompagnement des propriétaires pour une sylviculture durable puisque bon, les propriétaires, les grands propriétaires réagissent, les communes et la région également. Le petit propriétaire, lui, il est très peu informé. Il y a heureusement des actions qui sont menées par l'Office économique. Alors, la liste non exhaustive des partenaires, bien c'est l'Office forcément, hein, la Société Royale Forestière, l'Office Wallon de la Santé Forestière, l'Union des villes et des communes, l'UAP, Pépinière, POLEC, qui concerne l'énergie, le DNF forcément incontournable dans le domaine de par sa compétence et sa vision, Haute Infobois, Ligne Bois, Fondation Rurale de Wallonie et la cellule d'appui à la petite propriété forestière privée. Donc, il faut bien entendu, on fera appel à toutes ces compétences en fonction de la thématique qui sera abordée. Il y a donc la surveillance, le diagnostic et la planification avec des outils qui sont mis à disposition. Notamment Forest Mator, qui est un programme de cartes mises à disposition à la région wallonne par l'université, par Jean Blou apparemment.
les sites expérimentaux du DNF, de la Société royale forestière. Donc ça, c'est pour tester de nouvelles plantations. Plan d'action de crise, les types de chablis, mais également donc un plan d'action concernant les scolites et autres ravageurs, puisque bon, le scolite en étant un, on ne sait pas ce qui nous attend. J'ai l'impression que ça risque de s'avérer relativement grave. Pourquoi un plan d'action? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a toujours l'habitude dans une société confortable comme la nôtre de se dire que rien ne va nous arriver et le jour où ça arrive, il est trop tard. Donc autant y réfléchir avant et savoir de quelle manière on peut réagir par rapport à ces ravageurs. Il faut renforcer les réseaux, bien entendu, et développer des canaux d'information. Voilà, la mobilisation de la filière, elle, bien, ce sont les producteurs, les exploitants, la transformation, les utilisateurs locaux, avec l'intérêt de faire un cadastre précis de toutes les compétences à disposition. Et ça, c'est effectivement regroupé, il faut regrouper toutes les bases de données de telle sorte à n'oublier personne dans cette aventure. Le projet est trop important. Est-ce que également on s'arrête aux 3 communes ou 4 communes directement concernées? Notre sentiment est qu'il faut élargir et que tout ce qu'on pourra développer comme initiative pour nous doivent pouvoir servir à l'ensemble des communes. Voilà la carte. Donc il n'est pas question de rester restreint dans les communes entourées par le bleu. Je pense que les communes avoisinantes ont un tout grand intérêt également pour la démarche. La mobilisation de la filière, il y a toute une série d'acteurs qui sont déjà présents sur lesquels s'appuyer. Il y a également des plans d'extraction du bois, des travaux notamment initiés au niveau de la task force Scolit, et si j'ai bonne mémoire, c'est l'office qui pilotait les discussions à ce niveau-là. La valorisation du bois au niveau local également, commencer à réfléchir. Des scieries mobiles se mettent en place, des petites scieries mobiles, des scieries à façon également. Sensibiliser les pouvoirs publics, notamment pour les bâtiments, les nouveaux bâtiments à construire, et trouver le moyen de transformer la matière première chez nous et pas nécessairement l'envoyer en Chine, voire retour par produits transformés sur des bois qui sont issus du coin. Donc ça paraît un tout petit peu, excusez-moi du terme, débile comme démarche. Alors, le bois local, il faut pouvoir identifier, bien entendu, tous les membres sur le territoire et prospecter largement les communes voisines, on l'a déjà dit. L'aspect de l'énergie avec Polec est également pour nous quelque chose de très important, puisque J'aime entreprendre est également actif dans les comités Polec de Wem et Malmedy. Et donc là, on estime qu'il y a un tout gros potentiel qui se dégage, notamment pour pouvoir se défaire des dépendances aux énergies renouvelables, aux énergies fossiles, pardon. Donc, activer la filière bois énergie, mettre en place des contrats d'approvisionnement, créer des communautés d'énergie renouvelables dont les textes, notamment les textes de loi, sont aujourd'hui en discussion. Collaboration étroite éventuellement. Donc il y a une collaboration étroite qui existe aujourd'hui entre Stavelot et Malmedy sur le plan Polec. Et on pense que cette collaboration devrait être élargie pour une raison très simple, c'est que des petites communes comme Stoumont, Trois-Ponts n'ont pas les compétences en interne, ont des difficultés également à recruter. Et on sait que les mesures à prendre, qu'elles soient pour Stoumont, Trois-Ponts, Stavelot ou Malmedy, les mesures efficaces à prendre sont toutes identiques. Donc il s'agit essentiellement d'un problème de communication. Et cette collaboration Polec, pour nous, doit absolument pouvoir être élargie. Alors, planification, mise en œuvre et renouvellement forestier, bon, ben ça c'est un aspect qui est également très important. Je ne vais pas revenir dessus. Emmanuel Defailly vous a expliqué quel était l'état actuel et le devenir de nos forêts. Planification, mise en œuvre, renouvellement forestier, c'est toujours dans le même cadre. La biodiversité, les récoltes de graines, planification des essences. Voilà.
les techniques de gestion douce, association des propriétaires également. Ça, c'est quelque chose qu'on devra, à mon avis, prendre en main parce que les propriétaires ne sont pas connus, il n'existe aucune liste de propriétaires. Je dirais qu'à la limite, ce sont les chasseurs qui savent le mieux qui est propriétaire de quelle parcelle et eux n'ont pas la possibilité d'en tenir un registre. Donc, il y a toute une recherche à faire de ce côté-là également. Voilà. Et pour en savoir plus sur l'activité, bien, je vous invite à contacter le chargé de mission, donc Benoît Tahir, qui a été recruté pour piloter cet ensemble. Voilà, j'en termine là. Je vous remercie et je reste à disposition pour les questions.